Écoutez, merci, bonsoir à tous. Merci encore de nous avoir rejoints pour ce webinaire VMF Crescendo. Je rappelle que ce webinaire fait partie de notre série sur les artisans d'art. Ce soir, il s'intitule L'histoire en couleurs et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire à travers le système de questions-réponses. Si vos questions s'insèrent dans le flux de nos discussions avec nos invités, je les poserai au cours de la session du webinaire. S'il y a des questions à la fin auxquelles on n'a pas répondu et que nous avons le temps, je ne manquerai pas de les poser à nos intervenants à la fin du webinaire. Et s'il reste encore des questions à la fin, nous ferons en sorte de vous donner des réponses après le webinaire. Ce webinaire va durer 1 heure. Il est un peu plus de 20 heures. Nous irons jusqu'à 21 heures. Je vais un peu meubler encore, puisque je vois que ça monte encore légèrement en termes de spectateurs, pour vous dire que cette semaine est une semaine importante pour le patrimoine, puisque le Salon du patrimoine a lieu au Carrousel du Louvre du 28 au 31 octobre et que vous pourrez retrouver les VMF au stand L5 dans le foyer. Et vous pourrez aussi retrouver Cécile Mugler et Malouinière au stand B41. Mais ça, je vous le redirai plus tard. Puisqu'il est 20h04 et que je ne veux pas qu'on prenne plus de retard que ça, je vais remercier nos 2 intervenants, Cécile Mugler et Pierre Bortoloussi. On va commencer très simplement. Je vais vous laisser vous présenter, nous rappeler ce que vous faites et très rapidement votre parcours avant de rentrer dans ce très beau sujet qui est la couleur dans les milieux de patrimoine, dans les lieux de patrimoine et comment peindre et repeindre nos bâtiments patrimoniaux. Cécile, on commence par vous. Oui, donc voilà, je suis ravie de participer à cette conférence-là avec vous. C'est vrai que ça va être sympa et puis avec Pierre, ça va être certainement intéressant. Alors même si je viens du domaine de la pharmacie, une petite dizaine d'années maintenant, j'ai fondé Malouinière, donc une gamme de peintures aux huiles naturelles pour bois extérieur et bois intérieur. Et depuis 3 ans, maintenant 4 ans, on a sorti une gamme de peintures intérieures. Là aussi, comme la particularité du nuance Malouinière, c'est les couleurs des monuments historiques. Tout ça pour faire vivre l'histoire à l'intérieur des maisons. Et puis, voilà, assembler la décoration avec les couleurs historiques. Voilà. Juste par rapport à ce que vous venez de dire, donc ça fait 3 ans que vous travaillez sur les couleurs historiques? En 10 ans. Ça fait 10 ans. Oui, 3 ans, c'est le dernier nuancier où on est plus dans la peinture intérieure. Mais voilà, le cœur de Malouinière, c'est vraiment les peintures aux huiles naturelles. Et les couleurs, elles sont créées depuis, ça fait une dizaine d'années maintenant quasiment, en travaillant avec les acteurs importants des monuments historiques, enfin les architectes des monuments historiques, les architectes des bâtiments de France, patrimoine, monuments nationaux, où à chaque fois, chaque couleur a été faite. Moi, je suis une exécutante. Depuis le début, je n'invente aucune couleur. Elles sont faites à partir d'un lieu. Elles ne sont pas inspirées d'un lieu. On va y revenir. Voilà. Vous faites du teasing pour nos Oui. spectateurs. Alors, merci Cécile. Pierre, de votre côté, ce n'est pas la couleur votre métier. Racontez-nous un petit peu. Un peu quand même, on va y venir tout à l'heure. Bonsoir à tous, moi je suis heureux de vous retrouver, enfin de vous trouver surtout parce que j'inaugure mon tout premier webinaire. Vous serez indulgents, j'espère. Et mon parcours, il est un peu long. D'abord maçon il y a très longtemps, et puis très vite j'ai intégré une agence d'architecture que certains connaissent, de Benjamin Mouton, qui a été architecte en chef des monuments historiques pendant de longues années, qui m'a poussé à faire l'école d'architecture, et de l'école d'architecture, diplôme de Chaillot et concours d'architecte en chef que j'ai réussi en 2001 maintenant, ça va tout juste faire 20 ans, et inspecteur général depuis 2014. On m'a confié des départements comme la Haute-Marne, les Vosges, et puis aujourd'hui j'ai un peu évolué dans ce qu'on appelle la circonscription, en travaillant sur les communs en ville du château de Versailles, sur le palais de Compiègne, sur le château de Pierrefonds,
l'abbaye de Port-Royal des Champs et tout dernièrement le palais de Chaillot. Voilà en gros mon parcours. Très attaché aux restaurations, évidemment, puisque je suis tombé dedans très tôt, évidemment, et très attaché au monde du travail de chantier. C'est un élément très important et il n'y a pas que les études dans la vie, même si dans nos métiers, on est obligé d'en faire beaucoup. On va y venir dans nos discussions autour de la peinture. Mais voilà, une activité qui est très tournée autour de l'action de terrain, essentiellement. Merci beaucoup. Alors effectivement, ce soir, vous êtes là pour nous parler de couleurs. C'est une chose dont on parle peu finalement dans l'artisanat d'art du patrimoine. On a souvent tendance à se rapprocher plutôt de la pierre. Nous, avec VMF Crescendo, on a parlé de soierie, on a parlé de papier peint, on a parlé de charpente, mais c'est la première fois qu'on va parler vraiment spécifiquement de la peinture et de la couleur. On va parler ce soir pas seulement de peinture dans les bâtiments institutionnels, on parlera aussi de bâtiments privés. Je pense que c'est important pour certains de nos spectateurs au niveau des VMF. On verra s'il y a des différences au niveau du travail, au niveau des enjeux, mais en tout cas, c'est un sujet qui nous passionne. Je vous propose de commencer notre dialogue ce soir autour des enjeux de la couleur, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui c'est important de s'attacher à la couleur dans les monuments historiques et à quel niveau. Vous avez parlé de bois extérieur. Est-ce que ce n'est que sur du bois que la couleur sur laquelle on intervient sur les bâtiments patrimoniaux? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux et pourquoi on va s'intéresser tous ensemble à la couleur dans les bâtiments de patrimoine? Peut-être je commence par Pierre pour la vision globale. Très bien. La couleur, c'est en fait, on vit toujours dans les bâtiments avec la couleur. C'est un élément essentiel. La matière, le matériau, là vous en avez une vue d'ailleurs sur l'image à droite, c'est le pavillon de l'extrémité de la grande écurie du château de Versailles. La couleur des matériaux, c'est déjà une base et on a toujours cherché à mettre en valeur la pierre, à mettre en valeur les toitures et à protéger aussi les menuiseries. Et en les protégeant, évidemment, on a introduit les couleurs. Mais la recherche de polychromie, de jeu de teintes, en reprenant Versailles par exemple, là l'image est un peu trompeuse parce qu'on est uniquement en pierre, mais ceux qui connaissent Versailles, le château en particulier, mais la ville également, ce ne sont que des jeux de couleurs avec des alternances de matériaux, d'ardoises, de briques, de pierres, et qui forment une polychromie presque institutionnelle à Versailles. Ça avait été voulu comme ça. Mais on la retrouve absolument partout. C'est-à-dire que l'idée des monuments ou des édifices privés de petite importance aussi, l'idée d'avoir un matériau brut épluché sans enduit, c'est une vision moderne, c'est une vision du milieu des années du XXe siècle, 70 en particulier, où on a voulu mettre en valeur le matériau brut, alors qu'en réalité, tout est systématiquement enduit. Et qui dit enduit dit déjà couleur, puisqu'il y a forcément dans le fond une teinte qui est le sable naturel, mais ça ne suffisait pas. On a toujours rajouté par-dessus du badigeon, de la couleur, etc. Que ce soit à l'extérieur des édifices, mais aussi à l'intérieur. Je pense en particulier à nos édifices religieux. Même si les constructions médiévales avaient des parements parfaitement bien dressés en pierre, il ne loupait jamais qu'on finisse par un enduit badigeonné avec des faux joints qui reproduisaient un état idéal de pierre, mais qui n'est évidemment pas la pierre structurelle. Donc la couleur a toujours été un élément important. Elle a été peut-être un peu oubliée dans le temps. Elle a été très, très revisitée au XIXe siècle. Hein, si on se penche un petit peu sur les travaux des grands restaurateurs, évidemment Viollet-le-Duc, mais Anatole de Baudot, etc., on a revisité complètement, je prends en particulier le château de Pierrefonds,
on a revisité complètement la couleur, peut-être en exagérant un petit peu sur les motifs et puis la vivacité des teintes. Mais depuis cet élément de revisite, finalement, on a pris conscience que tout était couleur dans le bâtiment, systématiquement. Alors là, quels sont les éléments, peut-être si on passe... alors, justement, pour repréciser par rapport au webinaire de ce soir, puisque là, on voit... ce soir, on ne va pas parler de fresque, on ne va pas parler de peinture murale avec du dessin. On va vraiment parler de la couleur brute sur les éléments. Cécile et Pierre, quels sont les éléments sur lesquels vous allez travailler ensemble dans les bâtiments? Cécile, allez-y. Oui. Je vous laisse la parole. Alors, là, actuellement, il y a le jeu de paume. Donc là, on est en cours des créations de couleurs et puis ajusté suivant aussi bien intérieur qu'extérieur. Donc c'est sur les écuries du roi. On a fait 2 teintes aussi ensemble. Là, on voyait tout à l'heure où je retravaille sur place la teinte. On a pu retrouver qu'il fallait refaire à l'identique. Donc ensuite, ces planches-là sont redonnées à Pierre et puis revues pour voir si ça colle bien, quoi, si ça correspond bien à ses attentes. Et puis, et on a fait aussi ensemble résidence privée le château de Combray. On a pu travailler les teintes ensemble. Et puis, Pierrefonds aussi. Alors là, ça a été différent. Ça faisait un moment déjà que je travaillais dessus. On a refait une couleur qui s'appelle le Christ-Croix. Voilà, mais bon, voilà. Ça, c'est les éléments, parce qu'on a vu une photo. Cécile, on a vu une photo. Il y a les murs, il y a les portes, il y a des boiseries. Quels sont les éléments j'essaye pour moi et pour les gens qui nous écoutent de comprendre un petit peu vraiment les éléments du patrimoine sur lesquels vous allez appliquer ces couleurs, pour qu'on ait une idée un peu plus précise. Alors, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je suis vraiment une exécutante. En fin de compte, je vais faire ce qu'on me demande. Je suis loin d'avoir les compétences de créer, enfin, d'imposer une couleur sur un monument historique. Voilà, moi, je suis vraiment exécutante et je vais répondre à des exigences qu'on me demande par rapport à la couleur. Là, tout à l'heure, on voyait à l'intérieur de la bourse de commerce. Là, c'était très particulier. C'était la première fois où il y avait vraiment une couleur intérieure sur les parements. Ça, c'était intéressant parce que sur la couleur, justement, là, il faut travailler dans un endroit qui était à l'époque… Est-ce qu'on peut remettre la slide, s'il vous plaît? Est-ce que… Voilà, super, merci. Voilà. Là, c'est intéressant. Par exemple, là, vous le voyez, la bourse de commerce où il y a la coupole qui est claire, qui apporte une lumière bleu-grise. Mais quand on a la couleur… alors, je l'ai faite à mon atelier de Saint-Malo parce qu'on m'avait bien défini qu'il fallait comme teinte. Mais quand j'allais sur place regarder, c'était bâché, c'était dans le noir avec que de la lumière artificielle. Donc là, il fait très clair et heureusement, il est lumineux. Alors que franchement, quand je l'avais à l'atelier, on a presque un beige. Donc c'est là que c'est intéressant. Et bon, j'avais un peu peur… mais c'est là que l'architecte qui est ce qu'il fait. Et moi, j'avais peur qu'on ait quelque chose de très blanc et non, parce que tout est calculé à l'avance. Et c'est vrai qu'il fallait s'aligner avec le flocon de neige qui sont sur la fresque. Et là, la magie se passe quand tout se découvre et qu'on a la vraie lumière authentique sur place avec la coupole au-dessus, qui apporte une lumière très claire, très lumineuse. On va parler de tout le cheminement, effectivement, pour jusqu'à ces couleurs. Pierre, est-ce que la couleur s'envisage de la même manière sur tous les types de bâtiments? Pour continuer à donner un peu de contexte avant qu'on rentre dans des exemples. Est-ce que quand on parle d'un château privé, est-ce que quand on parle d'un élément patrimoine religieux dont vous avez parlé, est-ce que ça va être la même façon d'aborder la problématique de la couleur, ou est-ce qu'il faut avoir une vision qui est dépendante du type de monument sur lequel on travaille? C'est une démarche identique au départ, c'est-à-dire que il y a tout un processus, on pourrait dire un protocole, mais c'est peut-être un peu précieux de dire ça, mais
de recherche, c'est-à-dire qu'on ne travaille jamais, que ce soit pour la peinture ou même un autre sujet sur un édifice qu'on a restauré, on a toujours une recherche documentaire, historique, les écrits, les comptes de travaux qu'on arrive à trouver parfois, c'est plus difficile sur le privé, les recherches iconographiques ou photographiques qui nous permettent déjà d'avoir une petite idée de ce qu'étaient, par exemple, les menuiseries, si on doit travailler sur Bussy Rabutin ici, est-ce qu'elles sont d'origine, est-ce qu'elles ont toujours été comme ça? Donc il y a une observation documentaire, puis une observation sur site. Ces menuiseries sont-elles anciennes déjà? Donc il faut avoir une petite connaissance sur leur évolution et de vérifier si elles sont anciennes. Et puis ensuite, un petit travail scientifique, c'est un peu fort peut-être, mais une petite analyse, on y reviendra peut-être pour le jeu de paume tout à l'heure, où on a des recherches sur site de sondage qu'on va faire sur les menuiseries, en allant chercher toutes les couches de strates de peinture qui ont eu lieu dans différentes époques, jusqu'à retrouver le bois, le support initial. Et en mettant ces deux éléments en parallèle, c'est-à-dire d'une part, nos connaissances historiques, on sait qu'à un moment donné, dans les textes, par exemple, on avait une peinture jaune, on va dire, en partant là-dessus, et que cette peinture jaune, on la retrouve quelque part sur notre strate de reconnaissance par sondage. Eh bien, ça nous permet déjà de dater cette peinture, de savoir de quand elle date, et puis d'essayer de trouver le curseur qui sera le niveau régulateur de la restauration qu'on cherche à faire. Par exemple, Bussy Rabutin, bon, on est plutôt 16e, donc on va essayer de trouver la teinte qui se rapproche le plus de ce monument-là, à cette époque, et essayer d'avoir une restauration cohérente, y compris sur la menuiserie, et y compris sur sa peinture, évidemment. Donc c'est une lecture conjuguée. On va prendre l'exemple après du jeu de paume pour vraiment être dans le concret. Pour terminer cette partie un peu introductive sur l'ensemble de la problématique de la peinture, quelles sont les personnes qui sont impliquées dans la recherche et la validation d'une couleur pour un bâtiment historique? Alors, il y a d'une part l'action de recherche, y compris l'analyse, et puis l'action administrative, qu'il ne faut pas gommer non plus, elle est importante. L'action de recherche, donc il y a l'architecte qui est chargé de l'étude, évidemment, qui est souvent un architecte du patrimoine quand on est sur un édifice protégé, comme vous le savez, et puis des restaurateurs de peinture qui sont là, quand elles sont précieuses ou pas d'ailleurs, pour faire ces fameux sondages, pour essayer de gratter un petit peu, parce qu'on peut le faire nous-mêmes, mais ce n'est pas toujours une action facile. Donc il y a déjà ces deux personnages-là qui vont travailler ensemble. Ensuite, il y a des personnes comme Cécile, par exemple, qui vont venir avec des palettes particulières. On reviendra avec ça. Vous connaissez tous les nuanciers des grands fabricants de peinture industrielle. Bon, quand on n'avait pas d'autre choix, on partait sur ces nuanciers-là pour essayer de se rapprocher le plus possible de la teinte qu'on cherchait à obtenir. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, on a l'histoire, on a la preuve avec le sondage, on a la référence de la peinture avec le nuancier ou avec maintenant des propositions, comme on le voit ici sur l'image, avec ce que peuvent faire les peintures marinières. Et une fois qu'on a tout ce paquet-là, il faut aller proposer à nos institutions, qui sont souvent les directions régionales des affaires culturelles, les conservations, les monuments historiques en particulier, pour faire valider de façon officielle la proposition de teinte qu'on a faite. Et il vaut mieux être armé pour faire ça, justement, de tout ce processus préalable de démonstration de la bonne couleur. Voilà, ça aide un petit peu. Ça argumente en tout cas et ça rassure les services de remettre finalement le bon avis et la bonne autorisation pour la bonne couleur. Merci. Voilà les intervenants. Alors, je vous propose qu'on passe sur l'exemple du jeu de paume. Je sais, Pierre, que vous avez un PowerPoint avec des images à nous montrer. Cécile, pendant que Pierre met le PowerPoint, racontez-nous un peu la genèse de ce projet pour vous. Quand est-ce que vous avez été appelé pour travailler sur ce projet? Je ne me souviens plus très bien. Si c'était tout début où on m'a dit il y a besoin de nouvelles teintes, mais ça serait bien de venir sur place parce qu'on a retrouvé des endroits justement au niveau des strates. Quand on arrive quasiment sur le bois, il y avait des teintes. Mais on ne peut pas aller enlever bien sûr ce morceau de cette pièce de bois qui est sur place. Donc là, je suis allée sur place au jeu de paume
avec mes pigments et il y avait à faire 3 teintes en intérieur, 2 teintes en extérieur. Et on les met une par une en faisant les petits mélanges sur place, là, comme vous avez vu. Ça prend du temps. Des fois, ça peut aller vite. Bon, ça, c'est un coup de chance. Et puis, une fois il faut les faire sécher au fur et à mesure. Une fois qu'elles sont sèches, là, c'est bon, on a la teinte. Moi, je repars avec les plaquettes, là, comme vous avez vu. Et je retravaille, je les refais encore à l'atelier derrière pour là les référencer, pour leur mettre une référence. Il faut les calibrer en fin de compte. Parce que si après on les comment, voilà. Je reprends un peu le fil. Donc là-dessus, vous êtes appelé pour travailler sur la couleur. Là, on a la chance, Pierre, du coup, d'avoir une référence encore. Et donc, Cécile, vous allez vérifier, vous allez sur place pour voir la couleur et pour commencer à votre travail. Elle a travaillé. Il faut savoir que la couleur, elle n'est pas uniforme la plupart du temps. C'est voilà, c'est des tout petits endroits qu'il faut capter et prendre, quoi. Où là, la teinte est plus homogène. Et Pierre, par rapport à ça, au moment où Cécile arrive, quel est le travail qui a été fait de votre côté ou par les intervenants dont vous parliez tout à l'heure? Le travail de Cécile qui va travailler vraiment sur la création et l'édition de cette nouvelle couleur, il arrive à quel moment dans le processus? Alors, on va le voir en image peut-être. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'évidemment, Cécile est les peintures Mallounières sont des vendeurs de peinture à la base et qu'il faut quand même les préconiser un petit peu. Donc, ça veut dire que dans tout le cahier des charges qu'on établit, on sait d'ores et déjà, et c'est la volonté de l'établissement public du château de Versailles, de travailler avec des peintures à base d'huile. Hein, on n'est plus sur un processus industriel. Donc, on a déjà ce travail-là qui nous permet de le faire avec Cécile en direct, qui fournira la peinture. Je vais revenir très vite sur le jeu de paume, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais bon, le jeu de paume, c'est le jeu de paume du roi à Versailles, c'est un jeu de paume de Louis XIV, mais qui est déjà passé de mode. Donc, il est joué un petit peu, puis très vite abandonné. Et puis, le tiers état, etc., se réunit pour le serment du jeu de paume qui est ici, le 20 juin 1789, dans cette salle qui est libre. Et ça en fera l'histoire qu'on connaît. Puis très vite, ça tombe dans l'oubli. Ce grand bâtiment dont on ne sait pas trop quoi faire devient finalement un endroit où on va stocker des archives, où on va finalement aussi s'en servir comme un atelier de peintre, et avec des aménagements, vous voyez, qu'il l'occupe de façon assez importante. Et puis arrive le centenaire de la Révolution et l'Assemblée nationale décide d'y créer un musée de l'Assemblée nationale, un musée de la Révolution. Et ça se passe à la fin du 19e siècle. Et on va réaménager cet ensemble-là avec le projet que vous avez ici. Il y a ici la statue de Bailly, le premier président de l'Assemblée nationale. Et puis, je mets cette photo ici qui est le projet de l'architecte à l'époque et qui, lui, va présenter son projet. Il est dans les archives, d'où l'importance d'avoir justement tous ces éléments d'archives dont on a besoin, parce que là, en l'occurrence, c'était important. Donc, Edmond Guillaume, qui est l'architecte, produit cette planche-là. On est en plein école des beaux-arts, enfin, c'est la couleur de ce qui sort de la grande école des beaux-arts, avec les rouges de Pompéi, les formes grecques, enfin, il y a de l'invention complète, ce truc-là n'a jamais vraiment existé, mais on est dans la recomposition de la gloire des beaux-arts. Donc c'est important d'avoir cette image-là, parce que autant sur les façades, par exemple, vous voyez, je parlais des couleurs de façade, ici on a retrouvé les jaunes d'origine qu'on va reproduire, donc ça concerne un peu moins Cécile, puisque là on est plus sur des travaux d'enduit et de badigeon, donc ça va changer un petit peu cette couleur qui est terne. Mais à l'intérieur, donc là je suis désolé, c'est tout bizarre comme photo, mais c'est la réalité de notre travail, c'est-à-dire qu'on essaie dans des parties qui sont très dégradées, de retrouver, et vous les voyez ici, je ne sais pas si ma flèche est visible. Oui, on voit bien. Vous les voyez. Donc, les premières recherches qu'on peut faire pour retrouver les teintes. Donc ici, on sait par exemple, on a eu la pierre naturelle, en 0, la pierre naturelle, en 1, un gris, en 2, un rouge, et puis en 3, un brun. Ça nous permet comme ça d'étaler un petit peu
les processus et de mettre ça finalement en lien direct avec l'histoire qu'on a vécue auparavant. Même chose sur les extérieurs, vous voyez les façades ici, il y a un très très beau fronton qui représente un Louis XIV roi soleil, puisque c'était son jeu de paume, qui est peint en rouge bordeaux actuellement. Et puis quand on creuse un petit peu, eh bien, on a plein de couleurs dessous, on a des brins bois, on a même probablement des verres oxydés qui étaient probablement une dorure qui a mal viré à un moment donné. Donc ça nous permet comme ça de recomposer toutes les strates et de les mettre en face de l'histoire. Et puis là, on arrive vraiment sur le travail qu'on réalise avec les Malouinières, où sur certaines parties d'édifices, il y a les poteaux intérieurs, il y a les façades, etc. On essaie toujours, première recherche ici, la teinte de base, qui est plutôt celle-ci en réalité pour le bois, la première couche de peinture, la deuxième et la troisième. Ça, c'est probablement le premier état, on va dire, Louis XIV. Le deuxième état musée, et puis le troisième état maintenant, puisque le musée a été restauré dans les années 1980. Donc la teinte qu'on va chercher, c'est plutôt quelque chose comme ça, et on va essayer de s'en rapprocher. C'est là où l'intervention de Cécile est très essentielle, puisque cette teinte dans les nuanciers, elle n'existe pas. Avant qu'on ait ce protocole de recherche et de trouvailles, on tâtonnait avec les nuanciers dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des peintures. Ah, je crois qu'on a perdu Pierre, non? Je suis le seul à avoir perdu Pierre. Non, oui, je ne vois plus. Ouais. Non, mais on a perdu le son. Ça fait la transition. Il a fait la transition vers vous, Cécile, en attendant qu'il revienne. Racontez-nous un petit peu, à partir du moment où vous avez ça devant les yeux, redonnez-nous un peu le parcours ou les étapes qui sont les vôtres pour aller rechercher une teinte. Donc ça, c'est vrai que c'était sur place. Donc, on me montre précisément l'endroit qu'il faut reprendre. Vous voyez sur la tâche, les petits strates qu'on voyait tout à l'heure. Et là, c'est sur place. Je fais mes mélanges. En le voyant déjà, je sais très bien qu'il faut des ocres, du noir et un peu d'oxyde rouge, mais à doser. Et puis, on s'en approche. Et puis, au bout d'un certain temps, on est vraiment idem à la couleur. Et on l'a fait sécher. Je fais toujours 2-3 plaques un petit peu différentes pour qu'il puisse y avoir un choix. Et voilà, mais quand je pars, généralement, je sais que on est bien parti quand même. Ça prend du temps, souvent, mais voilà, une fois qu'on a la couleur, qu'on a bien calé, quand je la colle dessus, parce que vous avez vu qu'il y a des petits abaisse-langues, c'est hyper pratique pour travailler. Et là, en collant l'abaisse-langue à l'endroit juste, je vois bien que ça se superpose et que là, on est dans la teinte. Ça, donc, c'est un travail que vous faites dans votre atelier, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez sur place… Ah, Pierre, on vous a… J'étais très inquiet, j'étais en train de vous envoyer un SMS. Non, parfait. Non, il n'y a pas de souci. Vous aviez fait une transition vers Cécile et sur le travail. Je suis passé sur le travail de Cécile. On va revenir à vous, Pierre, dans un instant. Mais je voudrais que, Cécile, donc, ce travail-là, vous le faites dans votre atelier? Non, ce travail-là, il a été fait sur place. Là. Non, il a vraiment été sur place. Par contre, ensuite, je laisse des plaques. Je pars avec les doubles, ce qui est, il faut mes témoins. Et je laisse la validation pour que Pierre puisse valider ses teintes. Voilà, moi je décide de rien. Je laisse, je laisse ces témoins. Je sais que je vais les reproduire derrière parce que j'ai tout pris j'ai pris mes notes. Et arrivé à l'atelier, bien sûr, je conserve précieusement mes plaques échantillons. Et une fois qu'elles sont validées, là on fait 1 litre en peinture à l'huile, avec la finition demandée par Pierre. Et là, c'est appliqué en plus grand pour avoir une validation. Alors, ça peut, quand on l'a fait en plus grande et quand on l'a fait vraiment en huile, parce que souvent mes échantillons là, qui sont faits sur place sont faits en huile spéciale extérieure, la couleur, pour la prendre.
parce que c'est beaucoup plus long à sécher. Ça, voilà, c'est des peintures à l'huile. Et tant qu'elles ne sont pas sèches, on ne peut pas valider cette couleur parce qu'elle évolue au temps du séchage. Donc, je l'ai fait avec des bases à l'huile aussi, mais émulsionnées, qui permettent de sécher plus vite. Donc, une fois que la teinte a été validée, par contre, on refait 1 kg de chaque teinte en peinture à l'huile pour extérieur. Là, ça prend un petit peu de temps encore, il faut compter 1 semaine. On le voit souvent au menuisier ou au peintre. Et là, l'essai est fait en plus grand. Et là, il y a une validation supplémentaire. Et si c'est bon, ça y est, on a référencé. Il y a une couleur qui est née, ni plus ni moins, pour un monument. On la baptise, elle a vraiment un nom. Je vois pour le jeu de paume, il y a le serment et jeu de paume pour les extérieurs, en tous les cas, avec des références. C'est-à-dire que dans 2 ans, dans 3 ans, on recommande cette peinture, on a la couleur pile poil. Elle est vraiment demain, les architectes n'auront pas à faire le travail qui a été fait de rechercher quelle était la couleur, en tout cas celle de la restauration, elle sera référencée. Et puis vous pouvez la mettre chez vous si vous voulez. Si vous voulez la couleur on va parler du travail dans un bâtiment privé. Je voudrais finir sur le jeu de paume. Pierre, effectivement, les petits aléas du direct. Désolé. Oui. Je vais vous laisser finir votre parcours et votre discours autour du jeu de paume. Mais dans les questions là, qui me viennent après le passage de Cécile, il y a combien de validations il y a combien de passages de validation d'une couleur sur un monument historique? Parce qu'il y a l'air d'en avoir pas mal. Oui, ça peut être assez rapide, hein. Tout le travail, en fait, pour ce type-là, on verra tout à l'heure d'autres types de réflexions, mais sur cette réflexion-là, en fait, la base, c'est vraiment la recherche de la teinte historique. C'est celle qu'on cherche à prouver. Après, je pense qu'en 2 ou 3 séances, avec Cécile, on a fait le travail. Il y a la première séance de recherche sur site, vous avez vu comment ça se passait. Après, il y a la production en atelier qu'elle va faire. Et puis, elle a raison quand elle dit qu'il y a une 3e validation sur site, parce que à l'échelle d'un petit échantillon, on peut être à peu près d'accord. Mais quand on met vraiment cette peinture, qu'elle a séché, qu'elle est sur site, avec une grande échelle, avec une lumière très particulière qui est celle de l'édifice, eh bien, on peut encore avoir quelques nuances qui évoluent. Et là, c'est le travail de Cécile, justement, d'essayer de régler un petit peu ces petites nuances pour qu'on retrouve la vraie teinte, celle qu'on recherche vraiment à mettre en place. Je vais rebondir aussi sur ce que disait Cécile à propos, et ce que vous disiez aussi, Laurent, à propos du travail qui est déjà fait pour les autres architectes. C'est une bonne remarque parce que c'est vraiment le cas. Dans la plupart des édifices, ce travail qui est fait là est un travail d'archive. C'est une recherche, c'est documenté. C'est documenté aussi avec la référence que donne le fabricant de peinture. Donc, c'est vraiment un vrai document qui rentre dans l'histoire de l'édifice, toutes ces recherches-là. C'est assez important dans le parcours de la recherche qu'on peut avoir sur des édifices de moyenne ou de petite importance, peu importe. Combien de couleurs, du coup, Cécile, vous parliez de 2 couleurs sur le jeu de paume? Pour le jeu de paume, on a fait 4 couleurs, 5 couleurs. Non, attendez, je dis des bêtises. 4 couleurs. 4 couleurs, mais sur des points différents. C'est-à-dire sur des points différents. Hein. Des couleurs sur des menuiseries, sur des intérieurs. Enfin, voilà, il y avait 4 couleurs à faire sur place. Voilà. Mais autrement, on a laissé chaque fois, il y avait trois tests qui étaient laissés sur place pour voir après par rapport à la lumière. Puis, il faut savoir qu'on ne voit pas toujours les teintes de la même façon les uns les autres. Il y a ça aussi. On interprète toujours, et surtout entre un homme et une femme, les teintes ne se voient pas de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser qu'une planche. C'est bien d'aller apporter des différentes lumières, je trouve, sur les teintes. Souvent, on joue sur l'ocre jaune ou l'oxyde rouge. Et suivant la lumière, c'est incroyable comment la couleur peut se révéler différemment. Le support aussi, le support d'une petite planchette avec le support d'un ouvrage ancien qui a vieilli, qui a des cernes, qui a des creux. Enfin, ça se voit pas pareil, évidemment. Ça m'a l'air d'être aussi un des enjeux, c'est que entre le moment où vous créez la couleur en atelier, où vous la validez de votre côté, Pierre, avec l'ensemble des parties prenantes, et que vous l'appliquez ensuite sur le matériau,
il y a toujours quand même un doute sur la manière dont il va ressortir au final. Ou est-ce qu'aujourd'hui, on est à peu près sûr? On est à peu près sûr parce que les essais sur site font on les fait quand même à grande échelle, donc on ne repeint pas un édifice, mais je veux dire, on est capable de faire une menuiserie d'un coup pour vérifier si la teinte est la bonne. Parce que comme le disait Cécile, ce sont des peintures qui, à la différence des peintures minéraux ou acryliques, mettent un certain temps à sécher. En séchant, elles prennent une petite teinte suivant les coloris, ça peut s'abaisser un petit peu. Donc on est à peu près sûr de notre coup. Je veux dire, l'échelle du travail d'échantillon permet d'avoir une vision très très définitive du but à atteindre. Alors là, on a parlé du jeu de paume. Voilà, on parle de Versailles. C'est un travail, je suppose, qui est voilà, institutionnel. Comment est-ce que vous abordez le travail sur un patrimoine privé? Quelles sont les différences, en particulier dans la relation que vous avez par rapport à un propriétaire privé qui a envie de mettre de la couleur, mais de la couleur autour du patrimoine dans son bâtiment? Je commence. Ouais. Allez-y. Ben, le travail de base initial reste le même, c'est-à-dire histoire, recherche, sondage, etc. Après, on propose avec Cécile. Et puis, on a eu un exemple d'un propriétaire qui était assez exigeant, pointu dans son souhait de couleur. Et il arrive que la couleur qu'on retrouve, la couleur d'origine, n'est pas forcément une couleur qui va nous plaire à tous, et en particulier au propriétaire qui est quand même chez lui. Et donc là, il peut y avoir des échanges sur, quand on prend en particulier le château de Fauguernon, on était sur un gris-vert qui était assez vert d'eau au départ, mais bon, la teinte ne lui plaisait pas trop. Donc là, on est en droit d'avoir des échanges, y compris sur la question, c'était pas un édifice protégé au titre des monuments historiques, mais même s'il l'était, de toute façon, on n'est pas forcément contraint de restituer une teinte ancienne. Ce qui est important quand on a des menuiseries anciennes et qu'on veut éventuellement faire évoluer la teinte, c'est d'éviter de la décaper trop profondément, justement pour ne pas perdre tous ces vestiges qui sont avant nous et qui serviront peut-être à nos successeurs pour retrouver la teinte initiale. Mais encore une fois, le document de recherche est un document d'archive. S'il est bien conservé, il permet en tout cas de retrouver les éléments anciens. Mais il y a évidemment le goût du propriétaire qui est un peu, je veux dire, qui est plus sensible comment dire, qu'une institution comme le Palais de Versailles. Je ne dis pas que le château de Versailles n'est pas sensible, mais je veux dire, il y a du ressenti personnel qui est forcément plus impliquant dans un projet privé. Et donc là, on peut travailler, on peut rechercher, et je pense il faut le faire. Et c'est même assez passionnant quand on a un propriétaire privé qui s'investit comme ça de façon assez profonde dans la recherche de la teinte et dans son souhait, en fait, dans sa vision de l'édifice. Pour vous, Cécile, quel est comment se passe le travail quand on est sur un propriétaire privé? Ah, maintenant, est-ce qu'on a perdu Cécile? Après Pierre. Où est-ce qu'elle a pas... Bon, là, j'avais coupé le micro. J'avais peur qu'il y ait du bruit extérieur, c'est pour ça. Oui, là, moi, je trouve que c'est aussi intéressant de travailler avec un particulier aussi, où les deux sont liés, monument historique et particulier, parce que même si c'est un peu plus compliqué parce que satisfaire tout le monde, on y arrive quand même à trouver quelque chose de logique et à la fin, on fait quelque chose de beau. Enfin, je trouve que la finalité, la teinte va bien, quoi. Mais ça fait beaucoup d'essais. On envoie beaucoup de planches d'essais, mais pour finir, voilà, ce qui est important, c'est que qu'il y ait une belle satisfaction. Beaucoup. Je prends l'exemple d'un édifice qu'on est en train de faire à Paris en collaboration avec l'agence Villemotte, qui est l'hôtel de l'artillerie pour le nouveau projet de Sciences Po qui va bientôt ouvrir. Et là, on sait qu'on avait des menuiseries de l'abbaye qui étaient vraiment des menuiseries grises, un très joli gris. Mais le choix de Jean-Michel Villemotte a été d'avoir une couleur grise très très soutenue, presque à la limite du noir.
Et là encore, les échanges avec la direction des affaires culturelles ont été assez fructueux. On a démontré le gris, mais on n'a pas le gris ancien, mais on n'est pas forcément allé dans cette direction-là. Et la DRAC a complètement accepté, sous réserve d'avoir un document d'archives, de forcer un petit peu les teintes des menuiseries qui sont parfois un peu plus récentes. Donc on peut vraiment évoluer dans les teintes. On n'est pas obligé de revenir aux teintes anciennes initiales. Il y a une question qui est posée, très intéressante, c'est est-ce que chaque époque doit avoir des couleurs spécifiques et en fonction des modes de l'époque? Il y a des modes, effectivement, il y a des modes. On parlera de Versailles tout à l'heure. On a été très très longtemps dans Versailles et autour de Versailles avec des menuiseries qui étaient traitées à l'huile presque naturelle, avec un tout petit peu de pigment jaune dedans, ce qui donnait à ces menuiseries un aspect doré qui collait finalement très très bien au château. Et puis, juste après la Révolution, c'est Dufour qui a fait ça. Ce jaune était complètement passé de mode et on est passé pratiquement au blanc, au gris très clair. Et tout le château est devenu gris très clair. Jusqu'à ce que les militaires s'en prennent, comment dire, occupent le château, puisque c'était le ministère de la guerre à l'époque qui récupérait tout ça. Et là, on est venu avec des gris plus foncés, donc une ambiance un peu plus militaire. Donc oui, il y a incontestablement des modes. Si on revient sur la peinture elle-même, quelles sont les caractéristiques de cette peinture à l'huile par rapport à d'autres peintures? La peinture à l'huile extérieure. Il y a deux huiles, il y a des peintures à l'huile extérieure où moi j'ai repris, en tous les cas, les bases malouinières, ce sont vraiment que des huiles. Mais il n'y a pas que de l'huile de lin. Souvent, on donne toujours le terme peinture à l'huile de lin. L'huile de lin, oui, mais il faut savoir qu'autrefois, on utilisait l'huile locale. Donc, vous aviez des peintures à base d'huile de noix, fréquemment, des huiles de lin, oui, des huiles si on était dans le sud, on prenait des huiles d'olive parfois, mais l'huile de noix était assez utilisée aussi, et l'huile de lin, plus en Bretagne ou ailleurs. Et donc, l'huile de lin, c'est très bien sur du sapin, parce que c'est une huile plus épaisse et puis le sapin est beaucoup plus absorbant que nos chênes. Il faut savoir que sur les monuments historiques, on est sur du chêne. Donc, la base de mes peintures, à l'huile, il y a de l'huile de lin, c'est sûr. Il y a de l'huile de ricin, il y a de l'huile de poisson. Et l'huile de ricin, ça permet d'avoir une huile qui fait une pellicule beaucoup plus rigide dessus. Et surtout, quand il y a des salissures, elle glisse dessus. Vous avez les peintures à l'huile, elles vont fariner dans le temps. Elles ne vont pas s'écailler, mais elles vont suer, fariner. On peut les renourrir à l'huile. Autrefois, on mettait des huiles chaudes pour renourrir nos peintures. Et le pigment, il est restimulé parce que lui, il est là. C'est l'huile qui s'appauvrit avec le temps. Mais ce qui est intéressant avec une peinture à l'huile, c'est qu'on va les entretenir. On ne va pas décaper pour refaire X fois. Moi, j'entends ça au Salon du patrimoine. On décape, ça fait 5 ans que les peintures sont faites. Ah non, on redécape, on remet une couche, sur des peintures très écaillées. Donc ça laisse respirer le bois. Et c'est surtout, on voit bien la fibre du bois. Même sur des bois usés ou qui sont très gercés sur les jets d'eau, c'est très joli la peinture à l'huile. C'est pour ça que je dis toujours aussi aux applicateurs et aux clients de ne pas mettre de l'enduit sur les jets d'eau quand le bois il est fissuré, il est gercé. C'est son histoire, il est ancien. On abîme beaucoup les bois à mettre des enduits en extérieur. C'est vivant le bois, donc il faut le rehuiler, se le renourrir, il reprend de la densité. Et ça, c'est vraiment l'intérêt de la peinture à l'huile. Maintenant, en intérieur, on préconise des peintures à l'huile aussi parce que mais émulsionnées, c'est des huiles végétales, il n'y a pas de COV, pas de fongicides, pas d'insecticides, parce qu'aujourd'hui, on est quand même obligé de parler plus d'écologie par rapport aux peintures d'autrefois. Bien sûr, il n'y a plus de plomb, il n'y a plus tout ça. Alors, c'est pas toujours évident de trouver la solidité des peintures avec nos normes actuelles, mais on y arrive. Mais voilà, en intérieur, on est sur des émulsions huilées, très souvent, parce que là, c'est dépourvu de COV. C'est vraiment du savon noir teinté, très résistant quand c'est sec et très bien pour nos bois intérieurs. En extérieur, ce n'est pas assez résistant par rapport aux intempéries, etc. On n'est pas sur les mêmes pigments. Mais voilà. Mais par contre, une peinture aux huiles,
en extérieur, voire une huile de lin, bien sûr aussi. C'est top pour le bois, quoi. Vraiment, une menuiserie peinte à l'huile, et je pense que Pierre sera vraiment d'accord avec moi. Une porte peinte à l'huile, moi j'en connais une à Saint-Malo, elle date quasiment de l'époque de Vauban. Elle est toujours là, mais elle est peinte à l'huile depuis le début. Elle est régénérée à l'huile. Elle est un peu abîmée dans le bas, mais je trouve que 300 ans, aujourd'hui, trouver ça avec des menuiseries en PVC, en alu, ça va être compliqué. Donc, oui, un bois entretenu avec une peinture à l'huile, ça résiste extrêmement longtemps. Et souvent, les gens se disent, oui, il va falloir repeindre tout le temps, décaper pour ses dents. Si on commence bien dans le bon sens au départ à mettre une peinture à l'huile, on l'entretient, c'est rien d'entretenir une peinture. Ce qui est compliqué, c'est de refaire. En fait, je suis désolé, Cécile, mais vous n'avez rien inventé. La peinture à l'huile, en fait, elle est depuis toujours. Les premières peintures sont des huiles avec un peu de pigment dedans, mais l'idée de l'huile, c'est un excellent véhicule de pigment. Pour peu qu'elle soit assez liquide et surtout un peu chaude, elle pénètre très profondément dans le bois et elle le protège en profondeur. Et ça, c'est ce qui le différencie absolument à 100% des peintures industrielles qui ne sont que pelliculaires. Toutes les peintures, enfin, tous les gens qui ont des peintures chez eux à refaire les volets, etc., qui s'écaillent, bon, ben, avec cette peinture-là, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et dans tous les textes, on retrouve effectivement beaucoup d'huile de noix, qui était parfois même utilisée en teinte naturelle, puisqu'elle était déjà assez colorée. C'est pas du brunois, hein, c'est vraiment de l'huile de noix. Et elle donnait au chêne cette espèce d'ocre mordoré qui était assez charmant, qu'on a retrouvé d'ailleurs aux Invalides quand on a refait des travaux là-bas. Mais on mettait des pigments aussi, hein. Les pigments permettent de teinter. À Versailles, on parle de jaune à l'huile. La peinture, on ne dit pas peinture, on dit jaune à l'huile pour une menuiserie, par exemple. Merci beaucoup. En plus, vous avez répondu à une des questions qui a été posée effectivement sur la problématique des teneurs en COV, en composés organismes volatiles. Cécile, donc merci d'avoir précisé qu'il n'y en avait pas sur les peintures en intérieur. Moi, j'ai une question qu'on n'a pas encore évoquée. Peut-être que d'ailleurs, c'est une question idiote, entre guillemets. Quels sont les outils que vous utilisez dans le processus de création de la peinture? Parce que quand on parle d'artisan d'art, on a souvent l'image quand même d'un artisan avec des outils. Et là, je vous avoue que je me pose la question pour vous, Cécile. Alors, pour la peinture extérieure, ben, alors au départ, on les fait au poids, au départ, parce que au moins on est sûr d'avoir la bonne recette. Et ensuite, on l'a calibré parce que là, au départ, je les faisais qu'au poids. Depuis une petite année, on a enfin une machine parce que là, le travail, c'est plus rapide. Mais elle est calibrée par rapport au poids. Donc, on a une machine spéciale pour teinter les bases d'huile avec des bases différentes suivant si on est sur une teinte foncée ou sur une teinte claire. Voilà, donc avec des pigments à base d'oxyde. On a des glacis aussi extérieurs quand on veut être sur des huiles beaucoup plus fines, un peu en transparence ou pour arriver les teintes. On peut utiliser aussi des pigments à base d'ocre. Il y a des ocres qui sont superbes. Et puis, voilà. Mais aujourd'hui, oui, il faut une machine pour calibrer, quoi. Mais au poids, ça fonctionne très bien. On le fait encore sur certaines peintures. J'ai une question. Est-ce que les peintures de farine sont utilisées pour la restauration des bâtiments historiques? Oui, oui, oui. Moi, je ne les fais pas, mais c'est bien. Elles vont fariner plus vite. Mais par contre, elles s'entretiennent. C'est pareil. Et moi, je trouve que c'est une excellente peinture. Vous avez les ocres, comment ça s'appelle? Ça se passe dans enfin, vous avez une marque de peinture qui le font. Vous avez l'association Richelieu, voilà, qui fait ces peintures huile farine. Il y a toute une association, ils ont repeint. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Là, on est sur des peintures extrêmement naturelles. Mais sur des fenêtres, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais sur les portes, sur les dépendances. Et enfin, de toute façon, c'est bien et beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que des peintures, oui, en effet, à l'eau ou acrylique qui plastifient les bois. Mais c'est bien, oui, c'est une bonne base. On peut la faire soi-même, la peinture à l'huile, hein, sans problème. Mais il faut être très patient sur le séchage, c'est tout.
Très, très, très patient. Mais c'est très bien, il y a des recettes. Hein. Alors, je crois que Pierre, vous l'avez évoqué, mais quelqu'un nous demande pourquoi on ne parle pas trop des peintures à la chaux et au badigeon. Alors, on les utilise un peu moins pour les menuiseries, donc c'est évidemment un peu différent du discours de ce soir. Mais les peintures à la chaux et au badigeon sont des utilisations très, très, très courantes dans nos restaurations, puisque comme je l'évoquais tout au début, on parlait des enduits. Un enduit sans badigeon, ça n'existe quasiment pas. Donc, il y avait toujours cette peau de protection qui était une petite chaux naturelle, sans sable, mélangée à de l'eau avec du pigment et qui donnait cette teinte définitive. Donc ça, ce sont toujours des méthodes qui sont absolument utilisées. On arrive à traiter certains bois avec, c'est-à-dire que on a plusieurs passes de chaux sur des portes, par exemple, ou sur des poutres, par exemple, ou sur des dessous de toiture. On passe la chaux, on laisse sécher, on brosse, on repasse la chaux. Ça pénètre assez profondément dans le bois, ça le teinte de façon assez définitive, ça le vieillit considérablement d'ailleurs. Et puis c'est très efficace puisque la chaux est un insecticide redoutable. Et ça évite au bois d'être attaqué immédiatement, notamment dans les parties tendres que sont les aubiers par exemple. Alors, je vais prendre encore deux questions parce qu'on approche de 21 heures. Alors, comment dans nos villes amener nos élus et nos ABF à accepter de travailler des nuanciers de couleurs propres à chacun quand on impose souvent des nuanciers très régionaux? C'est une question difficile. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Oui, difficile parce que spécifique en fait. Mais je pense que l'architecte des bâtiments de France ou les communes, peu importe, essaie de travailler un petit peu de façon globale. Et quand on a un grand territoire comme une commune ou un département pour l'architecte des bâtiments de France, il est difficile de faire du cas par cas. Mais je pense qu'ils sont ni l'un ni l'autre opposés à ce qu'on leur démontre la faisabilité du cas par cas, justement, avec un processus dont on parlait tout à l'heure, avec les sondages, etc. Donc, la démarche qu'a l'architecte pour aller démontrer et comment dire, faire accepter la teinte historique, le propriétaire peut très bien l'avoir avec un ABF ou un maire en démontrant que la teinte initiale est celle-ci et pas forcément celle qui lui est imposée. Dernière question. Est-ce qu'on peut appliquer de la cire naturelle après la mise en peinture à l'huile, notamment pour les menuiseries extérieures, pour protéger la peinture? Alors, c'est vraiment quelque chose qui se fait ou pas? Moi, je déconseille un peu la cire parce que si après on veut remettre une couche de peinture, c'est pas compatible. Si on veut justement, il vaut mieux mettre du glacis, des huiles fines. Nous, on a une huile, c'est huile avec huile. La cire, moi, je décommande. Je recommande pas parce que derrière, ça va vraiment être compliqué si demain on oublie qu'on a mis de la cire et qu'on veut remettre une couche de peinture par-dessus. Merci, Cécile. J'ai vu passer le temps de séchage. Je vais dire oui. très vite. Mais ça, je sais que c'est une question qui inquiète tout le monde et qui freine dans l'application des peintures. Bon, moi, j'ai un cicatif qui est intégré dans mes peintures, mais ce n'est pas une peinture comme on ne met pas une couche le matin, une couche l'après-midi. Ça ne marche pas comme ça. Alors, quand le temps s'y prête, quand il fait beau et sec, qu'on peint à l'extérieur, donc ça, c'est ce qu'il y a de top. C'est pas rare le cas, surtout en montagne en tous les cas. Mais voilà, si il fait beau et que le temps est sec, 24 heures, c'est rare. Par contre, quand on peint en atelier, cette peinture, elle a besoin d'oxydation, elle a besoin de lumière et de courant d'air. Le chauffage, ça sert à rien du tout. Il faut vraiment de la ventilation. C'est toute cette oxydation d'air oxydé qui passe. La lumière et le soleil, top. Pas le mettre non plus, il faut éviter de mettre en plein soleil, parce que c'est une peinture qui peut faire des micro-cloques au-dessus de 30 degrés. Voilà, là en ce moment, quand il y a un temps sec, il ne fait pas trop chaud, de la lumière, on les met dehors, là ça sèche vite. Mais vraiment, si vous payez un soir en vous disant demain matin j'ai gagné du temps, non, il n'y a rien de changé entre le soir et le lendemain quand on peint dans le noir et qu'on ferme la porte. Oui. Attention aux mastiques aussi. Il y a certains mastiques qui réagissent pas forcément très bien à ces peintures à l'huile. Oui.
Eh bien, merci beaucoup. Je vais conclure en disant qu'il y a probablement d'autres questions, et s'il y a des questions très précises sur comment utiliser ces peintures, vous pouvez retrouver Cécile Muller au Salon du Patrimoine sur le stand B41. Je veux bien qu'on remette le petit PowerPoint avec les informations, comme ça, ce sera mieux pour tout le monde. Au Salon du Patrimoine qui aura lieu au Carrousel du Louvre en cette fin de semaine, vous allez aussi retrouver les VMF, bien évidemment. Venez nous voir sur le stand L5 qui se trouve au foyer. Vous pouvez venir voir Cécile. Et il y a aussi tout un ensemble de conférences très intéressantes que je vous invite vraiment à venir. Pour ceux qui veulent parler de ce webinaire à des gens qui l'auraient manqué, vous savez que ça les intéresse, il sera bien évidemment en replay sur la chaîne YouTube de VMF Patrimoine. Et moi, je vous invite à un prochain webinaire qui aura lieu en novembre, le 30 novembre exactement, et qui sera encore partie de notre série Artisans d'art. Cette fois-ci, on reviendra dans l'univers des jardins. On éclairera un petit peu cette fin d'automne par un sujet autour des jardins et l'élaboration d'un jardin remarquable. On a prévu des images d'été, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on aura encore un très beau webinaire avec des intervenants très passionnants. Merci encore, Cécile. Merci, Pierre, de nous avoir fait dans ce beau monde de la couleur dans les bâtiments du patrimoine. Bien évidemment, c'était trop court. Il y a encore beaucoup de sujets à aborder et on pourrait prendre plein d'exemples de patrimoine qui ont été restaurés. Mais j'espère que ça vous a passionné comme ça m'a passionné. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bonsoir.